Chers internautes, bonjour à ceux qui nous rejoignent et puis bienvenue à ceux qui ont assisté à ce premier débat tout à l'heure sur l'autorégulation du courtage. En tout cas, nous sommes maintenant sur Prévoyance TV, la chaîne qui décrypte la prévoyance, comme je le dis toujours, sous toutes ses facettes. On passe par la retraite, la santé et la dépendance, et bien sûr la prévoyance au sens risque lourd. Aujourd'hui, on va parler retraite. On va parler encore d'épargne retraite. Pourquoi ? Parce que c'est forcément un sujet plus qu'important. 6 mois après le lancement du plan d'épargne retraite, nous allons faire un point, un peu sur les chiffres de marché, un peu sur la façon dont on le vend, un peu sur le devoir de conseil. Et là, nous avons avec nous un plateau évidemment toujours de qualité, je le dis. Je commence par madame, on commence par madame Katia Domingos. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez Predictis. Tout à fait. Donc vous êtes sur le terrain face aux clients. Alors, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais enfin en tout cas vous l'êtes en permanence. À vos côtés, Olivier Farouz, vous êtes président du groupe Premium. Tout à fait, Jean-Charles. Dans lequel se situe Predictis. Éric Le Baron, directeur général de Swiss Life Prévoyance et Patrimoine. Vous allez nous apporter la bonne parole de l'assureur. Et puis Teddy DeWitt, vous êtes directeur général adjoint chez Fox Gestion d'actifs. Comme son nom l'indique, vous allez nous parler d'asset management, de marché financier. Dans un contexte un peu au jour, j'aime pas beaucoup cette expression, au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas à l'instant T, peut être un peu compliqué pour les raisons que nous connaissons de crise sanitaire. Donc merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors ma première question tout de suite vers l'assureur, parce que vous avez été finalement chez Swiss Life Prévoyance et Patrimoine, donc Swiss Life, un des premiers assurances et patrimoine, un des premiers à être prêt sur le plan d'épargne retraite, sur le nouveau PER. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui quelques chiffres de marché, nous dire où est-ce que vous en êtes vous chez Swiss Life? Est-ce que vous attendiez aussi un tel succès? Parce qu'il paraît que c'est un succès. Vous allez nous confirmer tout ça. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt un succès. Effectivement, on a été un des premiers prêts le 1er octobre. Donc sur le marché, on n'était pas les seuls, mais parmi les principaux fournisseurs d'épargne retraite, on est historiquement un des leaders sur ce marché-là, sur le marché Madelin et PERP. C'est vrai qu'on en attendait beaucoup dans nos réseaux propriétaires, mais aussi partenaires, parce que il y avait quand même un certain nombre de nouveautés, même si c'est pas forcément le produit le plus simple qu'il apparaît au premier abord. Je sais qu'il y a eu beaucoup de formations d'ailleurs pour faire passer un certain nombre de choses. On a été quand même très surpris par le succès rapide. C'est-à-dire qu'en règle générale, le lancement d'un produit, ça met du temps. Et en fait, c'était une bonne idée, je pense, que de lancer ce produit au 1er octobre, parce que c'était un produit un peu de défiscalisation quand même de fin d'année. Et on a eu chez nous, chez Swiss Life, un mois de décembre comme j'ai jamais connu en 20 ans. En gros, on a fait plus du double de la production de ce que l'on fait habituellement sur un mois de décembre, qui est déjà un double mois. Et donc, on a été un peu surpris par le succès du plan d'épargne retraite. Pour vous donner alors les chiffres sont encore petits, puisque comment ça a été lancé, comme je dis, chez certains acteurs, mais des gros acteurs du marché comme Swiss Life, on a ouvert en 2019 88 000 pèlerins. Donc c'est encore des petits chiffres, mais c'est significatif, c'est très significatif sur ce marché-là, sur l'ensemble du marché. Nous là-dessus, donc on en représente 15 000, c'est-à-dire un peu plus de 16% en nombre, et en part de marché, par contre en volume, comme notre prix moyenne est assez supérieur à la moyenne du marché, on tangente plutôt les 25%. Alors je me réjouis je ne sais pas si on est leader, je ne sais pas. Enfin, AXA a dit qu'il était leader avec 22% de part de marché. Nous, on en revendique 26. Peut-être qu'il y en a un plus gros que nous. Pour l'instant, à ce stade, je ne sais pas le dire. Donc c'est vrai qu'il y a déjà au moins à 2, on est à 50% du marché. Exactement. Alors, donc, pour l'instant, c'est assez concentré. Exactement. Très bien. Vous avez déjà vu d'autres succès comparables comme ça à ma connaissance, j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais, j'ai pas de connaissance de succès commerciaux aussi rapides en fait. Il y avait eu un succès qui était un peu pour moi un feu de paille, qui était le lancement du PERP. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, il y a quelques années. On avait ouvert en nombre de PERP des quantités industrielles colossales, notamment chez les banques assureurs, avec des cibles de clientèle qui étaient un peu, qui laissaient quand même, qui interrogeaient en tous les cas. Chez nous, ça n'avait pas été forcément un succès
en tous les cas, le PERP a mis beaucoup plus de temps à démarrer chez des assureurs spécialisés comme nous que ne l'a mis le PERIN. Au niveau de la cible, vous êtes globalement au niveau de la cible, on est dans une TNS. cible. Oui, alors on n'a pas vraiment changé notre cible, puisqu'on était déjà sur ce marché-là, comme je vous disais, sur une clientèle soit salariée, soit TNS, qui ont des vrais besoins d'épargne en vue de la retraite, avec effectivement un levier fiscal important à l'entrée. Et donc ça, on est toujours à peu près sur le même type de clientèle, avec la même prime moyenne, et donc ça n'a pas tellement évolué. Par contre, en quantité, ça a vraiment fait boule de neige. C'est un peu sur le terrain, progressivement, Olivier Farrouz, et puis Katia Domingos. Voilà. Un succès. Moi, comme d'habitude, en fait, Eric a dit tout ce que je voulais dire, mais avant moi. Donc là, j'ai plus rien à dire. C'est fait exprès. Non. Chez Groupe Premium, on a compris tout de suite, dès qu'on a compris les contours de justement la loi Pacte et du futur PER, on a compris qu'il fallait absolument être les premiers sur le marché à diffuser ce PER. On s'est d'ailleurs vu à ce moment-là avec Eric et on a décidé de construire un produit ensemble. On était les deux seuls en tant que courtier, il y a eu 2 courtiers d'assurance qui avaient un produit marque blanche sur le marché. On faisait partie de l'un des 2. Et ça a été un succès phénoménal. Alors, bizarrement et logiquement aussi, on a à peu près les mêmes résultats, mais proportionnellement. C'est-à-dire qu'on a collecté, on a réalisé exactement 93% d'augmentation sur la même période par rapport à l'année d'avant. Et je cumule loi Madelin et PERP. Versus PER cette année, donc 93% d'augmentation et une prime moyenne qui a légèrement augmenté, 23%, donc un succès colossal pour le PER au sein du groupe Premium, que ce soit chez Cap Finance ou chez Predictis, puisqu'on a les 2 réseaux de distribution au sein du groupe Premium. On a compris immédiatement que c'était non pas une évolution, mais une révolution pour nous, puisque nous sommes très spécialisés dans le marché de la retraite depuis 1997, et personnellement, en 25 ans en 25 ans d'activité, je n'avais jamais connu un produit aussi exceptionnel, puisque là, on rentrait vraiment dans je dis souvent que malheureusement, dans notre activité, les produits se vendent et ne s'achètent pas. Et là, on rentrait vraiment dans un produit où finalement, on allait pouvoir presque l'acheter naturellement. Tellement il y a... Vous dites là, parce que donc, vous voudriez que des clients venaient vous voir pour acheter du PER. Ah, mais c'était presque ça. Enfin, Katia nous en parlera, vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'était presque ça. En tout cas, vraiment, on a connu une période. Et je pense qu'il va y avoir une grande différence entre les acteurs à partir dans quelques mois. Parce que le début, c'est toujours, surtout sur un produit aussi exceptionnel, c'est toujours un peu facile. C'est dans le temps qu'on voit la vraie performance. Et là, je pense qu'il va y avoir de grandes différences. D'accord. Et ça va se jouer, Jean-Charles, à mon avis, sur le niveau de formation des réseaux. Nous, on a investi des dizaines de milliers d'heures de formation pour les régimes de retraite, pour Katia d'ailleurs fait partie de toutes ces formations, et je pense que ça, sur le moyen terme, ça paye énormément. Au départ, il est évident qu'il y a beaucoup de PER qui ont été ouverts avec peut-être symboliquement le fait de vouloir rentrer dans cette démarche, mais ensuite je pense que dans le temps il va y avoir une grande différence entre les acteurs. Et Katia Domingo, c'est facile, enfin, est-ce qu'on peut le dire, c'est si facile à vendre le PER? Est-ce que c'est plus facile que d'autres produits? Alors complètement, moi je rejoins, le PER aujourd'hui ne se vend pas, il s'achète, surtout avec l'actualité de notre côté sur la réforme des retraites. On touche un public aujourd'hui beaucoup plus large qu'il y a une époque. Avant, c'était beaucoup les travailleurs non salariés, les indépendants qui s'inquiétaient pour leur retraite. Aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience. On a des salariés, des cadres, même chez les plus jeunes, qui s'inquiètent réellement et qui cherchent des solutions pour leur retraite. D'accord, donc ça veut dire que d'une certaine façon, nous faisons un peu notre travail finalement, les journalistes, sur Tout à fait. on va un peu se faire un petit peu de plaisir. Mais c'est important de ça, parce que dire on est des gens qui sont donc intéressés d'eux-mêmes, donc effectivement par une actualité qui est très porteuse. Le produit en lui-même, qu'est-ce qui
peut déclencher un achat plus facile? Est-ce que c'est finalement cette sortie possible en capital? C'est plus de liberté. Disons-le. Tout à fait. Donc c'était une bonne chose, le genre vers l'assureur, c'était quand même... Il y a eu des gros débats dans la profession sur... moi j'ai toujours été un défenseur de la sortie en capital. En tous les cas, il faut laisser la liberté de choix. L'idée, c'est bien de faire son devoir de conseil en essayant d'évaluer un besoin de complément de retraite. Donc ça, c'est de la rente. Et puis après, il y a un arbitrage qui est fait au moment du passage à la retraite entre rente ou capital. Et ça dépend totalement de la situation de l'individu au moment où il part à la retraite. Et je pense qu'une des grosses difficultés qu'on pouvait avoir par le passé, c'est précisément d'entrer dans un effet tunnel avec une sortie en rente qui est pas forcément une mauvaise chose, mais je veux dire, qui correspond probablement à un besoin pour certaines personnes et moins pour d'autres. Donc en fait, je pense que, et notamment, effectivement, Cathy a raison, chez les particuliers, les salariés, l'évolution de la carrière au fil du temps fait que dans quel état de taux de remplacement on se retrouvera dans 20 ans, personne n'en sait absolument rien. Donc en fait, je pense que ça a été une très bonne chose et ça a levé un frein psychologique important. Ce qui ne change rien, encore une fois, à la méthode de vente. On est là pour faire de la promotion de la protection sociale au sens large et de la retraite en particulier. Et donc, sur le fond, en tous les cas chez nous, avec nos réseaux propriétaires, on n'a pas changé ni de cible, ni de méthode de C'était évident que le fait qu'on puisse sortir en capital a été... vraiment l'atout principal du produit. Il y a aussi le déblocage anticipé qui est pour moi un petit peu psychologique, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très utilisé dans le temps, mais je suis absolument certain que ça a joué dans le... Mais bien sûr, ça a beaucoup joué. Mais moi, je trouve que c'était une très très bonne idée, parce que finalement, encore une fois, c'est une sécurité pour l'épargnant de se dire, tiens, si je veux acheter une résidence principale, je pourrais débloquer mon PER, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas pour une loi Madelin ou un PER. C'est vrai qu'auparavant, on débloquait dans un cas, on va dire, d'accident de la vie, pour faire simple, donc c'était pas forcément très gai. Là, on peut débloquer dans un cas heureux. Alors, Katia Domingos, encore une fois, vous voyez les clients tous les jours. Quels sont les points de vigilance comme ça qui vous viennent à l'esprit sur le PER et puis, je sais pas, donner peut-être quelques exemples. Est-ce que le conseil a évolué? Comment ça se passe concrètement? Oui, le conseil évolue sans cesse, surtout dans notre domaine d'activité, parce que la réglementation est de plus en plus encadrée. Oui. Et surtout, les clients sont de plus en plus informés et avertis sur ce qui se fait et les dispositifs qui existent. Au niveau des points de vigilance, il y en a surtout 3 qui ressortent. Le premier déjà, c'est de comprendre parfaitement la situation du client, donc en effectuant un bilan patrimonial. Donc ça se vend avec un bilan patrimonial, l'épargne retraite? Excusez-moi de couper comme ça, mais c'est une évidence. Voilà, mais je crois qu'il faut peut-être le dire aussi. Parce que aujourd'hui, chez Cap Finance, qui utilise cette méthode depuis plus longtemps que Predictis, il est évident qu'il y a un avantage concurrentiel. Et aujourd'hui, le PER, bien sûr, le bilan patrimonial, que ce soit d'ailleurs aujourd'hui chez Cap Finance ou chez Predictis, on passe systématiquement par un bilan patrimonial. Première chose, donc, Katia, c'est ça. Bilan patrimonial qui va nous permettre vraiment de déterminer la situation financière, la capacité d'épargne, les plafonds de défiscalisation. Donc vraiment bien comprendre la situation du client. Deuxième point. Le deuxième point de vigilance, ça serait de comprendre précisément les besoins du client à la retraite. Est-ce qu'il veut toujours voyager? Est-ce qu'il souhaite aller au restaurant finalement? Quel train de vie il souhaite maintenir au moment de son départ à la retraite? Donc pour ça, c'est important aussi de pouvoir l'aider à calculer le montant de ses droits qu'il va avoir pour finalement mettre en lumière l'écart qu'il va avoir entre la retraite qu'il va réellement percevoir et celle dont il a besoin. Alors ça m'amène une sous-question, finalement, c'est à quel âge qu'on sait ça? Parce qu'on se dit, finalement, il faut préparer ça très jeune, mais si j'ai 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? J'en sais strictement rien. Vos clients, ils ont quel âge en moyenne? Vers quel âge on commence à s'intéresser finalement au PER? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment à tout âge. On a une vraie prise de conscience, même chez les plus jeunes, à partir de 30 ans. On commence mal déjà à percevoir, mais bon, c'est vous nous le dites. Je peux répondre peut-être au sens plus large au niveau de vos premiums. Sur les 3500 souscriptions que nous avons réalisées en PER sur les 3 premiers mois de commercialisation, nous avons une moyenne d'âge qui est à 39 ans et demi. Donc, ce qui est extrêmement jeune pour un produit retraite. Donc,
oui, on est sur une clientèle qui est plus large qu'auparavant. Ok. Et troisième cas, donc, puisqu'il n'y a pas d'âge. C'est ça, exactement. Pas d'âge pour en manger, comme disait une pub à une époque. Et le troisième point, ensuite, ça va être vraiment d'identifier les solutions les plus adaptées pour répondre parfaitement aux objectifs et aux besoins du client. Donc de définir finalement une stratégie d'épargne entre le PER, l'assurance vie, l'immobilier, ou même une complémentarité de chaque, mais surtout de bien utiliser ces solutions. Prenons le PER par exemple, qui a un objectif réel de préparer la retraite, mais qui permet aussi une réduction d'impôt. On peut, suivant certains exemples, par exemple un premier exemple, une personne qui paye de l'impôt va choisir la déduction au moment des versements, mais par contre sera fiscalisée au moment de la sortie, donc au moment de la retraite. Un deuxième exemple, sur un client qui ne paye pas, ou alors très peu d'impôts, on va plutôt lui conseiller de renoncer à la déduction au moment des versements pour lui permettre d'avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse à la sortie, au moment de la retraite. Est-ce que le fait de vendre plus de PER aujourd'hui fait un effet multiplicateur? Est-ce qu'on vend plus d'assurance vie à côté? Est-ce qu'il y a... Non, je ne sais pas. Complètement, ça s'ancre vraiment dans une stratégie globale. Ouais. D'accord. Ok. Bon, ce que vous nous dites là, c'est effectivement prendre en compte le client en tant que tel et sa situation personnelle. Et avant de passer la parole à notre spécialiste des marchés financiers, est-ce que au niveau des solutions financières, il y a eu des choses un peu différentes? Ou est-ce qu'on finalement on est dans le même dans un univers que vous connaissez bien en matière de finance? Est-ce qu'il y a des choses qui vous... gestion et notamment par rapport à la gestion sous forme d'horizon, est-ce que c'est ce que vous préconisez le plus? Oui, nous on conseille généralement la gestion pilotée qui va permettre une sécurisation automatique et progressive donc du capital. Plus on s'approche de la retraite, plus les investissements sont basculés vers exactement. Ce qui va permettre finalement cet horizon d'âge de répondre aussi à l'attente des clients face à l'actualité aujourd'hui avec la baisse du fonds en euros et des livrets d'épargne. D'investir progressivement. Justement, puisqu'on va parler des marchés un peu, mais on ne va pas parler des marchés et de leurs évolutions un peu erratiques. Mais moi j'ai une question, est-ce que la gestion d'actifs, Thierry De Witt, va évoluer avec le PER? Est-ce que ça, quand je dis est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle va vous contraindre à trouver d'autres types de supports, et si oui, lesquels, ou d'autres types de gestion, comment vous voyez les choses précisément sur du long terme? C'est une très bonne question. Alors, effectivement, on a eu... déjà, il y a plusieurs choses. La première chose, il y avait cet environnement déjà de taux négatifs qui était là depuis un certain temps et qui a fait, qui a eu un impact important, notamment chez les assureurs, sur le taux qui était distribué. Donc pour les taux euros, ça a du coup eu un impact important sur l'allocation assez classique que pouvait donner un conseiller comme Katia ou plus largement les conseillers en gestion de patrimoine en général, puisque le fonds euro avait une grosse part à ce moment-là dans ce qu'il pouvait conseiller. Donc aujourd'hui, il fallait que nous, chez Fox Gestion d'actifs, qui devions proposer donc les meilleurs produits pour nos clients, il fallait que dans notre gamme, on ait un produit obligataire qui soit avec une volatilité moindre, qui puisse se comparer et être le réceptacle potentiellement, ou le successeur du fonds euro, par exemple. Donc, que ce soit pour à la fois des nouvelles souscriptions en UC ou des arbitrages de fonds euros qui existent aujourd'hui et qui vont continuer à rapporter que du 1% autour, voire peut-être même moins, vu la tête des taux maintenant, sur les années à venir, il fallait un produit obligataire avec une volatilité faible et un rendement attractif dans la mesure du possible. Donc ça, c'est, on va dire, la brique sécuritaire qu'il nous faut absolument avoir au sein de la gamme. Après, si on allie la situation de marché qu'on ne peut pas oublier actuellement, et avec l'évolution de la réglementation autour de l'épargne, donc avec le PER, c'est assez facile parce que les horizons en fait de temps sont assez lointains. Et des investissements progressifs aussi. On peut le rappeler dans cette situation de marché. On investit, on lisse finalement, on écrase. Voilà. Du coup, quand on regarde comme ça sur des horizons un peu longs, les gagnants sont assez simples à déterminer et ça va être un peu étonnant ce que je vais dire, mais en gros les actions sont en premier. Alors ça n'a pas cette tête-là là, évidemment depuis quelques jours, mais les actions sont l'investissement à favoriser. Vous allez peut-être être étonné parce qu'on pense plutôt à l'immobilier plutôt que les actions, sauf qu'en fait l'immobilier, quand on regarde sur une période de 30 ans par exemple,
eh bien, l'immobilier, si on exclut l'effet de levier, qui en fait est là où réside beaucoup de la valeur, eh bien, l'immobilier fait à peu près 2 fois moins que des actions à dividendes, par exemple. Donc, voilà, nous... Les actions à dividendes. Actions à dividendes, c'est effectivement le grand gagnant, suivi de l'immobilier. Et là encore, on a un horizon d'investissement qui est en ligne avec les horizons que vont viser le PER, par exemple. Vous avez monté des unités de compte thématiques Exactement. Oui. C'est, en fait, pour l'offre qui va être celle qu'on va proposer pour être la plus attractive, il faut qu'elle soit facilement compréhensible pour les clients et qui à la fois soit performante. On a en thématique un fonds, en l'occurrence, je ne sais pas si on a le droit d'en parler, mais qui s'appelle Dividende Durable et qui est exactement dans la veine de ce dont on vient de parler. Parfait. Et alors, il y a un autre thème qui est cher à la fois aux institutionnels, mais aussi au public aujourd'hui. C'est le thème de l'environnement, le social et la gouvernance, de façon générale, est aujourd'hui un prérequis pour beaucoup de gens. Et c'est très bien hein, dans la ligne droite de la loi pour la programmation énergétique, le changement énergétique, l'article 173. Et donc... dans ce cadre-là, on a voulu nous créer une offre sur des actions internationales différentes des autres. Il y a de l'urgence climatique, mais il y avait un pilier qui était le pilier gouvernance qui nous intéressait. Et donc, on a créé un fonds qui s'appelle Valeurs féminines globales. Valeurs féminines. Ouais, où là, effectivement, le prérequis, c'est que le CEO doit être féminin pour qu'on investisse dans cette société. Plus facile à vendre. Un peu de private equity aussi. Est-ce que j'aurais peut-être à la mode, mais comme ça se démocratise avec la loi PACTE d'une certaine façon, les véhicules ont été aménagés pour cela. Est-ce que ça... Faut pas se tromper. Quand je dis les actions, ça peut être le coté et le non-coté. Donc là, vous faites référence au non-coté. C'est quand même... Aujourd'hui, on oublie une petite chose, c'est que le private equity, ça reste très très risqué. Une des raisons pour lesquelles le private equity a vraiment été très favorisé sur les dernières années, c'est que justement, il y a eu un écrasement des taux important qui, du coup, rendait un peu moins attractif l'obligataire, quoique aujourd'hui, effectivement, on retrouve les avantages de l'obligataire. Les actions étaient vues comme étant chères, et donc on allait chercher le non-coté. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien d'avoir de la diversification de façon générale, mais il faut le saupoudrer sur un portefeuille global avec un pourcentage maximum. D'où ma question, parce qu'il y a une certaine tendance, Eric Baron, vous avez, je sais pas, vous me contredisez, mais la volonté de démocratiser ce type de placement, qui est effectivement un placement un peu à la mode et qui, je pense, aura un succès dans les années à venir, mais qui est plus adapté à une clientèle, on va dire, plus patrimoniale, dans de l'assurance vie classique, parce que d'abord les tickets d'entrée sont plus élevés que sur des fonds, des OPC classiques, et donc c'est... Même si la loi PACTE a démocratisé, on va dire, hein, le private equity dans l'assurance vie, donc, et ça c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des opérateurs de la place essayent de travailler, mais dans le véhicule assurance vie, je ne pense pas que ce soit totalement adapté aux produits retraite de type PACTE. En tous les cas, compte tenu, on est sur des prix moyennes, j'évoquais, chez Swiss Life, tout confondu, on est plutôt sur le Perrin à 8-9 000 euros de prix moyenne, prime unique plus prime périodique, et en versement récurrent, on est aux alentours de 4-5 000 euros. Et donc, il n'y a pas la taille suffisante pour investir dans du private equity. Alors, restons toujours sur ce devoir de conseil pour bientôt finir cette émission. Olivier Farreau, vous disiez tout à l'heure, on va voir d'une certaine façon comment le marché va se comporter en fonction de la façon dont on vend le PER. Tout à l'heure, vous nous disiez. Alors, j'ai une question, notamment sur les transferts. Est-ce que déjà c'est un bon... Alors dit comme ça, c'est un bon conseil ou pas? Si oui, comment? Parce qu'il y a il y a un marché de transfert aussi qui existe dans cette réussite. Moi, je pense que déjà, il faut attendre les transferts. Il ne faut pas déjà conseiller à un client d'arrêter son contrat Madelin ou PER, parce que font certains réseaux entre nous, et pour faire un nouveau contrat PER. Moi, je pense qu'attendre les transferts qui doivent être organisés par les assureurs, ça me semble être le minimum. Mais bien sûr que nous attendons les transferts. Pour notre part, je pense que dans 95% des cas,
le transfert est très favorable au client, mais il faut savoir analyser que peut-être dans certains cas, en fonction de certaines tables de mortalité ou en fonction de certaines données techniques, peut-être que le transfert ne sera pas la meilleure solution pour le client. Et on en revient à la discussion de départ. Qu'est-ce qui fera la différence en face du client ? La formation. La formation du conseiller. À partir du moment où il a été parfaitement formé sur l'ensemble de ces problématiques, il saura y répondre. Et là, on verra la différence. Parce que ce marché, les transferts sont possibles. Oui, bien Alors, sûr. les transferts sont possibles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un afflux massif? Est-ce qu'on connaît un peu la part en fait, de... c'est quelque chose de très complexe. C'est complexe, délicat. Voilà, tout à fait. En fait, je distingue nous, chez Swiss Life, on a distingué ce qui était transformation automatique, c'est-à-dire qui se fait par le biais d'une association, en règle générale. Voilà. Donc c'est l'association qui décide, et là, dans le cadre d'un contrat groupe, et on transforme le contrat de manière automatique, j'y reviendrai. Et puis il y a les transferts individuels qui s'opèrent effectivement au cas par cas, et que là on réserve à une certaine catégorie de contrats, en particulier des contrats qui bénéficiaient, comme disait Olivier, de garanties importantes, de taux techniques, de table de mortalité, etc. Si je prends l'exemple du PERP, par exemple, le PERP c'est très simple, il n'y avait pas de garantie. Oui. Donc du coup, là, chez nous, on a opéré une transformation, donc il sera transformé automatiquement à la fin de l'année en périn. Donc, transformer, ça ne veut pas dire qu'il va perdre ses avantages. C'est-à-dire qu'au contraire, il bénéficiera des avantages du périn, en particulier la table garantie en rente, et il bénéficiera en plus de la sortie en capital, ce dont il ne bénéficiait pas dans le cas du périn. Donc là, c'est tout bénéfice, j'allais dire. Donc c'est la transformation. Il n'y avait pas de taux technique, il n'y avait pas de garantie, etc. Voilà. Et ça, c'est très important, et comme on en a beaucoup discuté d'ailleurs avec des partenaires comme Olivier, c'est que, et je le dis d'ailleurs pour ceux qui peuvent être démarchés, des clients qui peuvent être démarchés par des réseaux, on a écrit tout de suite à nos clients pour leur dire qu'ils allaient bénéficier de cette transformation de manière automatique, et donc ce n'était pas nécessaire de subir les pressions du marché et de transférer son contrat dans tel ou tel établissement, puisque nos contrats seront éligibles à la loi PACTE. Je dis ça, c'est surtout pour protéger à la fois nos adhérents, parce que sinon on paye des frais en règle générale en cas de transfert, et aussi pour protéger les portefeuilles de nos partenaires pour qu'ils ne partent pas à la concurrence. Et en Madelin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des garanties de table. Parce que c'est un produit qui est plus ancien, il y a des garanties. Donc nous, sur les produits multi-supports plus récents, là, ils bénéficieront d'une transformation automatique comme le périn. Pour les autres, ça sera du transfert individuel, et donc ça nécessite effectivement un conseil et une adaptation, au cas par cas. Avec un conseiller. Donc. Vous avez fait beaucoup de transferts, ou c'est vraiment de l'ouverture là au niveau des PER? C'est 100% d'ouverture. C'est 100% d'ouverture. Il n'y a aucun transfert pour l'instant. Les transferts sont organisés avec nos partenaires. Notre partenaire principal, c'est Swiss Life, très clairement, et c'est avec Swiss Life qu'on a monté notre premier PER. Maintenant, nous avons également 2 autres partenaires qui sont Aviva et GAN Groupama Vie, avec lesquels nous organisons aussi la suite des contrats anciens, mais c'est organisé conjointement avec nos partenaires et certainement pas de façon aléatoire. Donc non, aujourd'hui, les 3500 souscriptions que nous avons réalisées pendant les 3 premiers mois de commercialisation du PER, ce sont uniquement de nouveaux contrats. Ça, c'est très important. C'est agressif, Katia, sur le terrain, au niveau du PER, la concurrence ? Sans donner de nom. Comment vous le ressentez, vous, en tant que conseiller ? Est-ce que vos clients ont été démarchés ? Est-ce que vous êtes plutôt les premiers à leur en parler ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été plutôt les premiers, nous, sur le marché avec le PER. Donc, au niveau de la concurrence, elle reste finalement sensiblement la même que sur les anciens dispositifs retraite. D'accord. Au niveau des banques, parce que souvent, quand elles se mettent en marche, ça peut être un peu rouleau compresseur. Vous les sentez sur ce marché, ou pas vraiment rentré encore. Ils n'étaient pas dans la première vague, je pense. Pas dans la première vague. Ma connaissance. Non, on les a pas tellement sentis sur la première vague. Ceci, ça va arriver. En revanche, on a bien senti certains réseaux qui justement
pratiquait le transfert automatique de nos portefeuilles, ce qui peut être ennuyeux parce que nous on l'organise aussi, on a évidemment écrit aux clients, Swiss Life a écrit aux clients, et c'est vrai que ça a tendance à nous agacer qu'on prévoit de nouveaux contrats et l'arrêt d'un versement d'un contrat ancien. D'abord c'est très néfaste pour le client, et puis on est un peu gêné par ce genre de situation, oui. Vous disiez tout à l'heure aussi, peut-être que certains vont s'essouffler. Alors je ne sais pas, c'est une façon de... Aujourd'hui, pour être très sincère, je crois que le PER a un immense avenir. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas parti sur 1 an, 2 ans d'euphorie, puis ensuite un tassement. Je pense qu'il va y avoir une explosion du marché de la retraite. Ça, c'est absolument certain. Sur les 10 ans à venir, ça va être phénoménal. En revanche, je pense qu'il va y avoir un recentrage des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui commercialisent un PER en vendent très, très facilement. Je pense que demain, ça va se professionnaliser de façon très importante. Et là, on va voir un recentrage du marché sur les acteurs qui ont investi dans la formation, dans des méthodes, aussi dans le numérique, dans la dématérialisation. Et oui, il y a un immense avenir pour ce produit. Une question, une de mes dernières questions, parce que le temps évidemment nous passe toujours trop vite. Là, vous en avez beaucoup parlé on a parlé du PERIN, c'est-à-dire du plan d'épargne retraite individuel. Au niveau du collectif, tous, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous le sentez bien, ce marché ? Est-ce qu'il faut être présent dessus ? Comment envoyer les choses sur les PERECO, donc on va dire pour faire simple, PERCO, épargne salariale, et PERO, obligatoire, c'est-à-dire ex-article 83. Moi, j'attends beaucoup de ce marché-là, en fait, qui est très complémentaire au marché de l'individuel classique. Parce que jusqu'à présent, en fait, c'était un marché qui était partagé entre l'épargne salariale d'un côté et puis la retraite complémentaire de l'autre, article 83 ou 39. Sur l'article 83, il n'y a pas énormément l'ex-PERE, il n'y a pas tellement de nouveautés. Donc nous, on a lancé d'ailleurs notre PER-OB, il s'appelle comme ça, dans le courant du mois de février. On va être sur un marché qui est un marché qui est celui qui préexistait par le passé, qui reste un petit marché, c'est vrai. Et sur lequel on a toujours eu, nous, avec nos réseaux spécialisés, on a toujours eu un problème de cohabitation entre l'épargne salariale et la retraite complémentaire. Or là, en fait, on a une opportunité rêvée, c'est que je pense que, nous, on va la saisir en tous les cas, c'est qu'on va pouvoir offrir du PERCO, assurance, indépendamment d'ailleurs du PE, et en complément de l'article 83. C'est-à-dire quelque chose qui était jusqu'à présent, avec nos réseaux spécialisés, quelque chose que l'on proposait de manière plutôt défensive, on va pouvoir le proposer de manière beaucoup plus industrielle, avec un produit multi-support classique, un fonds en euros, avec des unités de compte, tout ce que l'on trouve dans un bon contrat d'assurance vie, on pourra le retrouver dans le PERCO. Donc ça va être une vraie nouveauté, et je pense que c'est aussi la vraie nouveauté, en tous les cas pour nous, de fin d'année, sur la partie collective, et dont on attend beaucoup, évidemment, des réseaux. Ça peut intéresser des réseaux comme le vôtre, ou ça va intéresser des réseaux comme les vôtres, notamment pour aller équiper les TPE, les TPE-PME, puisque c'est quand même l'objectif. Ça va intéresser des gestionnaires d'actifs aussi. C'est évident que le groupe Premium ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à ce type de marché. Pour être très sincère, nous sommes aujourd'hui très spécialisés dans la retraite individuelle. Il est évident que nous regardons ces sujets de très près et que je pense que nous allons avoir des projets sur le collectif. Et vous, ce serait intéressant pour vous deux, je dirais, dans le côté gestion d'actifs, mais côté client, il y a des demandes là-dessus, notamment pour les petites entreprises, de mettre en place un PERECO avec tous les dispositifs d'épargne salariale possibles qui sont ouverts aux chefs d'entreprise, l'absence de forfait social. Il y a toute une mécanique derrière qui est là, pour le coup, en matière de devoir de conseil, de formation. En plus, ça, il y a plein de choses à faire. Et souvent, le TNS, c'est chef d'entreprise. Oui, et le TNS, c'est chef d'entreprise. Ça vous dirait, ça vous plairait, complètement, ça nous permettrait de pouvoir avoir encore un axe d'amélioration. Parce que là, on fait beaucoup d'individuels.
Oui. Donc avec un bilan vraiment personnel, ça nous permettrait aussi d'avoir une ouverture pour les chefs d'entreprise ou les travailleurs non salariés. Et pour vous, ça peut vous faire... C'est à peu près c'est exactement le même type de réflexion, et ce sera le même type de profil de fonds, du prudentiel, mais également des fonds avec horizon long terme, puisque ça reste l'horizon très long terme, ce sera la même chose. Parfait, madame, messieurs, merci pour ce tour d'horizon sur le PER, sur le devoir de conseil qui est autour, et puis sur les différents projets. Chers amis internautes, ne nous quittez pas parce que vous allez retrouver maintenant Jean-Luc Gambet pour des émissions consacrées toujours à la transformation du secteur avec Assurance TV. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Prévoyance TV. Merci encore, au revoir.